Dans cette vidéo, je vais étudier les compacts de R. Et par généralisation, les compacts de Rn et Cn. Donc on va démontrer que un sous-ensemble de R avec sa topologie usuelle est compact si et seulement si il est à la fois fermé et borné. Donc par exemple, on aura que l'intervalle 0, 1 est compact. Alors, parce qu'il est fermé, bien sûr, topologiquement c'est un intervalle fermé, une boule fermée, donc c'est un fermé, il est borné. Tout x là-dedans est de module inférieur ou égal à 1, borné par 1. Alors que par exemple 0, 1, comme ça ouvert, n'est pas compact, il est borné mais il n'est pas fermé. R+, n'est pas compact parce que, bon, c'est un fermé mais il n'est pas borné. Il n'y a pas une valeur fixée qui borne, qui majore tous les modules de tous les éléments de R+. Une fois on démontre ça, on peut alors déduire aussi, on peut démontrer que les compacts de Rn sont les fermés bornés de Rn, et pour tout n, et les compacts de Cn sont les fermés bornés de Cn. Donc si on sait le faire pour R, on sait le faire pour C aussi, parce que C topologiquement n'est autre que R2. Tout ça repose sur le théorème de Bolzano-Weierstrass que je vais commencer par démontrer ici. Ce que ça dit, c'est qu'une suite bornée de R admet au moins une valeur d'adhérence. Autrement dit, si j'ai une suite bornée, alors elle admet une sous-suite convergente. Alors Xn admet une sous-suite convergente. Pour rappel, la valeur d'adhérence d'une suite, c'est la limite d'une sous-suite de cette suite. Une fois on a ça, ce sera pas difficile, on va le voir, ce sera pas difficile de montrer que les parties compactes de R sont les parties qui sont à la fois fermées et bornées. Mais comment on démontre ce résultat? Je vous donne une suite Xn, et je vous dis elle est bornée, disons, elle est bornée par 2, par 3, par m, c'est-à-dire tous les éléments de cette suite sont, disons, dans l'intervalle moins 3, 3, si la suite est bornée par 3. Quand on peut démontrer qu'elle admet une valeur d'adhérence ou qu'elle admet une sous-suite convergente? Comment je peux en extraire une sous-suite convergente? Ça repose sur le lemme suivant. Une suite de réels admet toujours une sous-suite monotone. Une sous-suite. Quand je dis une sous-suite, en fait, toujours, c'est une sous-suite infinie. Donc, une suite réelle, qu'elle soit bornée ou pas d'ailleurs, admet toujours une sous-suite monotone. C'est-à-dire, soit croissante, soit décroissante. C'est-à-dire, je me donne cette suite réelle. Soit je peux enlever certains termes de cette suite et avoir que les termes qui restent forment une suite croissante. Soit je peux enlever certains termes et avoir que les termes qui restent forment une suite décroissante. Il m'est important que les termes qui restent sont en nombre infini. Comment on démontre ça? Donc j'ai ma suite, et puis je vais donner une définition. Donc un indice de cette suite-là, donc K, est dit un sommet de cette suite, pour cette suite-là, si et seulement si xk est plus grand que tous les termes qui le suivent. Si et seulement si, pour tout n plus grand ou égal à k, xk est plus grand ou égal à xn. Donc si on veut faire un petit schéma, donc si ça c'est, bon, les n, je les représente sur l'axe des x, et les xn, je les représente ici, sur l'axe des y. Donc ma suite, elle peut être comme ça, par exemple, x0 égale 4, 4 carreaux, puis x1, 3, puis x2, 2, puis x1, 1, et puis ça monte, et ça descend. Bon, donc si j'ai quelque chose comme ça, donc quand est-ce que je dis que 0 est un sommet? 0 est un sommet pour ma suite si le x0, donc ce terme-là, est plus grand que tous ceux qui le suivent. C'est-à-dire, si la suite ne va jamais dépasser cette droite-là horizontale, en vert. Si tous les termes qui suivent x0, qui sont à droite de ce terme-là, sont au-dessous de la droite, en vert, je vais dire que le 0 est un sommet. Donc si ma suite continue ici, je vais dire que x0 est un sommet, mais s'il y a un terme, par exemple x17, qui est plus grand, je vais dire que x0 n'est pas un sommet. Maintenant, sur ce schéma, clairement, que si ça c'est 0, 1, 2, il est clair que le x2 n'est pas un sommet. Parce qu'il y a un terme qui le suit, en l'occurrence ce terme-là, x5, qui est plus grand que x2. C'est-à-dire le x5 tombe au-dessus de cette droite-là. Le x5, lui, il peut être un sommet ou pas, parce que je ne sais pas en fait comment la suite va continuer. Donc si la suite continue tout en restant inférieure à cette droite-là, la deuxième droite en vert, je vais dire que x5 est un sommet. Le 5, attention, c'est ça ici. Mais si à un certain moment elle monte, la suite monte,
j'ai un x10 qui est, disons, plus grand que x5, je vais dire que x5 n'est pas un sommet. C'est juste, vous comparez la valeur de la suite en ce terme-là à tous ceux qui le suivent. Si les plus grands que ceux qui le suivent, alors vous dites que tous ceux qui le suivent, vous dites que c'est un sommet. Sinon, vous dites que c'est pas un sommet. Pourquoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce que on peut démontrer notre théorème en distinguant deux cas. Premier cas, j'ai une infinité de sommets. Deuxième cas, j'ai un nombre fini de sommets. Donc si la suite admet une infinité de sommets, que je vais appeler, bon, le premier sommet, je l'appelais x indice S1, premier sommet, deuxième sommet, x indice S2, troisième sommet, x indice S3, etc. La suite des xsi est une suite extraite des xi. Je plie tous les termes de la suite, je prends le premier sommet, la suite, premier sommet, puis deuxième sommet, puis troisième sommet, puis peut-être quatrième sommet, ainsi de suite, et j'oublie le reste des termes. Donc j'aurai une sous-suite de ma suite qui est infinie parce qu'il y a une infinité de sommets. Mais maintenant, c'est une suite décroissante. XSI est décroissante parce que le S1 est plus petit que S1, S2, mais S1 est un sommet, donc XS1 est plus grand que XS2. Juste parce que XS1 est plus grand que tous ceux qui le suivent, en particulier plus grand que XS2. Et de même, S2 est un sommet, donc XS2 est plus grand que XS3, parce que S3 est plus grand que S2. Donc XS2 est plus grand que le XS3 qui le suit. À son tour, le XS3 est un sommet, il suit le terme. Il est plus grand que le terme qui le suit, XS4, ainsi de suite. J'ai alors une suite, une sous-suite décroissante de ma suite initiale. Donc j'ai une sous-suite monotone. Maintenant, s'il y a un nombre fini de sommets, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai un plus grand sommet, donc s'ils sont en nombre fini, donc ils sont en nombre 25, disons, il y a un qui est le plus grand. Donc je prends ce plus grand sommet, et je construis ma suite à partir de ce terme-là. Donc je dis que, donc ça c'est S max, le dernier sommet. Et je dis que je prends S indice max plus 1, donc le terme de la suite qui le suit. Bon, ce n'est pas un sommet. Ça veut dire quoi, ce n'est pas un sommet? C'est-à-dire, il y a un terme qui le suit qui est plus grand que lui. Mais ce terme-là non plus n'est pas un sommet, parce que le dernier sommet c'est S max. Donc ce dernier terme que j'ai, bon, je vais l'appeler Y2, n'est pas un sommet, il y a un terme qui le suit qui est plus grand que lui. Y3 encore, il est plus grand que S max, donc c'est plus grand que le dernier sommet, donc c'est pas un sommet, donc il y a un terme qui le suit qui est plus grand que lui, ainsi de suite. Attention, donc ils doivent tous être plus petits que X indice S max, donc je peux peut-être, voilà, parce que X indice S max c'est un sommet, donc tout ce qui passe après le X indice S max, après le S max, doit être plus petit que cette droite-là. Et je peux alors construire une sous-suite de ma suite qui est croissante. Donc dans tous les cas, je peux construire une sous-suite monotone de la suite. Donc, écrivons ça un peu. Donc, voyons, cas premier. Il existe un nombre infini de sommets. Donc, premier sommet, puis second sommet, plus petit que S3, plus petit que S4. Un nombre infini d'indices qui sont des sommets. Comme les SI sont des sommets, alors X indice SI est plus grand que X indice SI plus 1. Et alors, j'oublie tous les termes de ma suite, sauf ceux qui correspondent à des sommets. J'ai une sous-suite. Donc la sous-suite, ou la suite extraite, XSI, I dans N, est une suite décroissante. Est une sous-suite décroissante de ma suite initiale, et elle est infinie, parce que justement, il y a un nombre infini de sommets. Et voilà. Donc on a démontré que la suite admet une sous-suite monotone, dans ce cas. Maintenant, cas 2, de la preuve du lemme, il existe un nombre fini de sommets, c'est-à-dire la suite admet un nombre fini de sommets. Donc j'ai un dernier sommet S max, donc S max, le plus grand sommet, le dernier sommet. Donc je prends soit N1 strictement plus grand que S max, N1 n'est pas un sommet, soit alors N2 plus grand que N1, donc il existe alors N2 strictement plus grand que N1, tel que la suite en N2, XN2 est strictement plus grand que XN1, justement parce que N1 n'est pas un sommet, donc il y a un terme qui le suit qui est plus grand. Donc le N1 ne veut pas dire je suis plus grand que tout ce qui me suit, justement parce que c'est pas un sommet. Et le XN2 non plus n'est pas un sommet parce que qu'il est plus grand que N1, qui est plus grand que le plus grand sommet, qui est plus grand que le dernier sommet. Donc XN2 n'est pas un sommet non plus, N2 n'est pas un sommet pour ma suite. Et donc il y a un N3 plus grand que N2 avec XN3 est plus grand que XN2.
Et ainsi de suite, on peut continuer comme ça. Ainsi de suite, par récurrence. On construit la suite xn1, xn2, xn3, on construit la sous-suite en fait de la suite initiale, qui est croissante, parce que xn1 est plus petit que xn2, et xn2 est plus petit que xn3, xn3 plus petit que xn4, ainsi de suite. Donc je construis une suite xn1 qui est croissante, et j'ai dans ce cas une sous-suite croissante. Donc pour prouver mon lemme, dans le cas premier où il y a un nombre fini de sommets, j'ai pu trouver une sous-suite de ma suite qui est décroissante, et dans le second cas, j'ai pu trouver une sous-suite de ma suite qui est croissante. Et dans tous les cas alors, je peux trouver une sous-suite monotone. Et ça finit la démonstration de mon lemme. Toute suite de réels admet une sous-suite qui est monotone. On n'utilise pas vraiment que ce sont les réels, on utilise juste, voilà, ça peut marcher aussi dans n'importe quel ensemble ordonné, ça marche dans Q aussi. On n'a pas encore utilisé que ce sont les réels. Et comment ce lemme alors permet de démontrer le théorème, ce théorème-là, que toute suite bornée admet au moins une valeur d'adhérence? Là, on a vraiment besoin que ce soit des réels. Donc soit xn une suite bornée de réels, de nombres réels. Alors, elle admet une valeur d'adhérence. Je dis, donc le théorème dit, je dois démontrer qu'elle admet une sous-suite convergente dans R. Je veux utiliser le lemme. Ce que le lemme dit, c'est que xn admet une sous-suite qui est monotone. Donc xn admet une sous-suite ou une suite extraite qui est monotone. Mais la suite xn elle-même est bornée, donc cette sous-suite, elle est bornée. Donc soit elle est croissante et majorée, et donc convergente, soit elle est décroissante et minorée, et donc convergente. Donc dans tous les cas, xn admet une sous-suite convergente. Et c'est ce qu'il faut démontrer, c'est-à-dire xn admet une valeur d'adhérence. Donc la suite extraite, si je l'appelle x indice, phi indice n, ou phi indice k, donc phi indice n, parce que n est entier. La suite x indice phi indice n est monotone et bornée, donc convergente. Une suite croissante majorée convergente, une suite décroissante minorée convergente. Et là, j'utilise vraiment dans R, parce que ça marche plus dans Q. Dans Q, je peux avoir une suite croissante majorée qui ne converge pas. Qui convergerait dans R, mais pas dans Q. Par exemple, la suite de l'écriture décimale de racine de 2, par exemple, elle est croissante, elle converge vers racine de 2, or racine de 2 n'est pas dans Q, Donc, ce théorème marche dans les réels seulement. Donc, revenons à ça, x phi de n est monotone et bornée, donc convergente, et je peux dire que xn admet une sous-suite convergente. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour dire que toute suite bornée de R admet au moins une valeur d'adhérence. Donc ça finit la preuve du théorème de Bolzano-Weierstrass, sur lequel est basée la preuve que les compacts de R sont les fermés bornés. Mais avant de démontrer ça, je veux donner la version de Rn qui est équivalente, donc une suite bornée de Rn aussi admet au moins une valeur d'adhérence. Et ça nous donnera aussi le fait que les compacts de Rn sont les fermés bornés. Donc corollaire, une suite bornée de Kn admet au moins une valeur d'adhérence, donc K ici c'est R ou C. Donc si on le fait pour R, c'est pas la peine de le faire pour C, parce que C n'est autre que R2, topologiquement, donc Cn c'est autre que R2n. On va pas refaire une preuve avec les sommets, on va juste utiliser le résultat pour R. Donc je le fais pour R2. Si je prends, donc je vais faire une preuve un peu intuitive qui fait comprendre comment ça fonctionne sans prendre la peine d'écrire la preuve exacte, même si c'est pas compliqué en fait. Donc supposez que j'ai une suite bornée de R2. J'ai disons cette suite-là, x1, y1, x2, y2, c'est une suite d'éléments de R2, donc c'est une suite de couples. Et l'hypothèse c'est qu'elle est bornée, c'est-à-dire tous les xi et les yi sont majorés par un certain nombre, 5 ou 6. Donc comment je peux en extraire une sous-suite qui est convergente? La première chose que je fais, c'est j'oublie les yi et je regarde seulement la suite des abscisses, la suite des xi. Et je dis, ok, c'est une suite de xi qui est bornée, et donc elle admet une sous-suite qui est convergente. Donc quitte à enlever certains termes de ma suite, je peux avoir que la suite des abscisses est convergente. La suite des abscisses. Mais maintenant aussi, je veux aussi que la suite des ordonnées soit convergente. Comme ça, j'aurai que la suite des couples est convergente. Et maintenant, une fois que j'ai la tête tranquille avec le fait que la suite des abscisses est convergente, je regarde maintenant les yi et je dis, ok,
Donc pour ces yi là, c'est une suite de réels encore, donc de R, qui est bornée, et donc je peux appliquer la version de Bolzano-Weierstrass que je viens de démontrer pour R. Donc quitte à enlever certains termes de ma suite, je peux tomber sur une suite de yi qui est convergente. Donc peut-être je dois enlever ça, et un autre, etc. Garder à chaque fois une infinité de termes, bien sûr. Et je peux tomber sur le fait que la suite des yi est convergente. Mais dans cette suite infinie qui reste, les xi sont déjà convergentes, et les yi sont convergentes, et donc la suite des xi, yi restants est une suite convergente. Et j'ai pu trouver une sous-suite de ma suite initiale qui est convergente. Et pareil, c'est pareil que je peux le démontrer pour les suites bornées de R3. Je dois juste répéter cette opération pour les zi, si j'ai xi, yi, zi. Ainsi de suite. Donc on voit par analogie ou par récurrence, si je veux écrire une preuve très proprement, que d'une suite de Rn qui est bornée, je peux toujours en extraire une sous-suite convergente. Théorème suivant, donc théorème très important. Dans un espace vectoriel de dimension finie, les compacts sont les fermés bornés. Donc ça caractérise les compacts dans un espace vectoriel normé de dimension finie. Attention, dimension finie. En dimension infinie, ça ne marche plus, et dans un espace métrique quelconque, ça ne marche plus non plus. Ça doit être un espace vectoriel normé et de dimension finie. Je saurais alors que dans R2, qui est un espace vectoriel normé de dimension 2, donc fini, les compacts sont les fermés bornés. Donc par exemple, l'ensemble, le disque unité, l'ensemble des xy tel que x2 plus y2 inférieur ou égal à 1, c'est un ensemble fermé borné, donc borné par 1, et fermé parce que, voilà, on a fait des exercices là-dessus. J'ai un plus petit ou égal ici, ça me permet de démontrer que c'est fermé. C'est un fermé borné, donc compact. Donc en particulier, tout de suite admis une sous-suite convergente. En particulier, en fait, ça nous intéresse parce que je vais en faire une vidéo plus tard là-dessus. Une fonction définie sur un compact, une fonction continue, réelle, définie sur un compact, donc une fonction de ce disque-là dans R, si elle est continue, alors elle est bornée, elle atteint ses bornes sur le compact. C'est un résultat très important, très utile. Une autre utilité de ça, c'est voilà, une fonction continue sur un compact et continue uniformément. Donc ça aussi, ça a plein d'applications. Donc je vais consacrer une vidéo à ça, en principe. Voilà, un autre exemple. Donc si je prends par exemple les x, y, z de R3, tel que x2 plus y2 plus 2z2 est strictement plus petit que 2. Donc ça, je peux montrer qu'il est borné, mais il n'est pas fermé. J'ai un strictement plus petit ici, un plus petit ou égal, c'est pas fermé. Si c'était un plus petit ou égal, ça aurait été un compact. Et bien sûr, si j'ai un truc de la forme x, y de R2 avec x égale y, ou x moins y égale 0, bon, ça revient au même. Ça, c'est bien sûr un fermé, bon, je peux le démontrer, bien sûr. Mais c'est pas un borné, ce n'est pas un borné, parce que je peux avoir x et y arbitrairement grands avec x moins y égale 0. Donc ce n'est pas borné, ce n'est pas un compact. Donc les compacts de R2 sont ceux que je peux vraiment dessiner quelque chose comme ça. Bon, c'est une exagération, ça peut avoir une forme très compliquée, mais ça devrait être un truc qui contient ses frontières, donc ça doit être fermé. Et ça doit être borné, ça ne peut pas aller vers l'infini, avoir une branche qui va vers l'infini ou quelque chose comme ça. Comment on démontre ça? Bon, d'abord, ça a quoi à voir avec ce qu'on a démontré? Bolzano-Weierstrass, on l'a démontré pour Kn, c'est-à-dire Cn ou Rn. Et là, on dit n'importe quel espace normé de dimension finie. Oui, en fait, n'importe quel espace vectoriel normé de dimension finie est isomorphe à Rn ou à Cn. Donc, il suffit de démontrer ça pour Rn ou Cn. Il y a deux sens. Bon, le premier sens, c'est le sens plutôt facile qui n'utilise pas Bolzano-Weierstrass. Bon, facile parce j'ai discuté de ça un peu dans une vidéo précédente. Un sous-ensemble compact d'un espace métrique est forcément un fermé. Pourquoi c'est un fermé? Car sinon, qu'est-ce qui se passe? La caractérisation séquentielle des fermés, ça me dit, si un ensemble n'est pas fermé, je peux trouver une suite dans l'ensemble qui converge vers un élément qui n'est pas dans l'ensemble. Sinon, il existe xn, une suite de A, une suite d'éléments de A, telle que la suite xn tend vers un élément petit a qui n'appartient pas à A. Un ensemble n'est pas fermé, c'est seulement si je peux trouver une suite d'éléments de l'ensemble qui convergent vers un élément qui n'est pas dans l'ensemble. Mais cette suite-là, alors n'importe quelle sous-suite de xn converge vers le même A qui n'est pas dans A. Donc n'importe quelle sous-suite n'est pas convergente dans A, n'a pas une valeur d'adhérence dans A. Donc je peux dire ici n'importe quelle sous-suite
ne converge pas dans A, n'a pas une limite dans A. Et donc, voilà. Donc, j'ai une suite d'éléments de A qui n'a pas de suite convergente dans A. Et donc, A n'est pas compact. Ça donne que A non compact. Et ça, c'est la contradiction. Un sous-ensemble compact d'un espace métrique est toujours un fermé. Et pareil, je peux montrer ici qu'il est toujours un borné aussi. Donc sinon aussi, je vais trouver une contradiction en trouvant une suite qui n'a pas de suite convergente. Bon, ok. Un peu comme dans le premier cas, mais cette fois, au lieu de trouver une suite xn qui tend vers un élément qui n'est pas dans A, je trouve une suite xn qui va vers l'infini, dont le module, si vous voulez, tend vers l'infini, et donc n'importe quelle sous-suite de cette suite-là n'est pas convergente, car son module aussi tend vers l'infini. Donc sinon, pour tout n, il existe un xn dans A tel que norme de xn est plus grand ou égal à n. Bon, si A n'est pas borné, alors tout entier naturel n n'est pas une borne ou un majorant sur les modules des éléments de A. Donc je peux trouver un élément de A, un vecteur de A dont le module est encore plus grand que n. Je trouve un élément dont le module est plus grand qu'un, un autre dont le module est plus grand que 2, plus grand que 3, bon, norme plutôt que module, plus grand que 4, etc. Et j'ai une suite xn dont la suite des normes correspondantes va vers l'infini. Alors ça c'est vrai aussi pour toute sous-suite. Donc xn est une suite d'éléments de A, mais toute sous-suite de xn, donc toute sous-suite, je vais l'écrire x indice phi indice n de xn, ne converge pas. Ni dans A, ni dans l'espace tout entier ailleurs. Parce que la suite des modules va vers l'infini. Si elle convergeait vers un élément, donc petit z, la suite des normes devrait converger vers norme de petit z, et non pas vers l'infini. Pour dire, toute sous-suite x phi de n ne converge pas, car norme de x indice phi indice n tend vers plus l'infini. Lorsque n tend vers plus l'infini. Et non pas vers la norme d'un certain z. Donc c'est une contradiction. Contradiction avec le fait que A est compact. Si A est compact, toute suite doit avoir une sous-suite convergente. Et c'est pas le cas. Donc ce sont les conditions nécessaires que si A est compact, ou un sous-ensemble compact d'un espace E, A doit forcément être fermé et borné. Et là, attention, j'ai utilisé nulle part le fait que E c'est Kn dans cette preuve-là, dans ce sens-là. Ça marche pour n'importe quel espace métrique. C'est l'autre sens, le sens dans lequel on va utiliser qu'on travaille dans Kn, dans Rn ou dans Cn, parce que c'est là que le théorème de Bolzano-Weierstrass marche. Donc pour l'autre sens. Donc il faut montrer, supposons que A inclus dans Kn est fermé borné, et à la fois fermé et borné. Montrons que A est compact. Donc je prends une suite d'éléments de A, donc soit xn, une suite d'éléments de A. Donc or A est borné, Donc la suite xn elle-même, qui est une suite d'éléments de A, est bornée. Tous les xn en norme vont être bornés, majorés par une certaine constante fixée. Donc la suite xn est bornée. Et maintenant je me rappelle que Bolzano-Weierstrass me dit quelque chose sur les suites bornées de Kn. Bolzano-Weierstrass, ça dit quoi? Que xn admet une sous-suite qui est convergente. Donc xn admet une sous-suite convergente, donc une sous-suite, on va l'appeler x phi de n, x ou x indice phi indice n, donc x indice phi 1, x indice phi 2, x indice phi 3, donc voilà, convergente, mais Bolzano-Weierstrass ne nous dit pas que ça converge dans A, ça me dit que ça converge vers un élément, vers un vecteur de Kn, donc convergente vers un certain L de Kn. Donc voilà, j'ai une sous-suite d'éléments de A qui convergent vers un L. Maintenant, il faut utiliser l'hypothèse A est fermé. Or, A est fermé. L appartient à A. Comme A est fermé, je ne peux pas avoir une suite d'éléments de A qui convergent vers un élément qui n'est pas dans A. Donc j'ai démontré que n'importe quelle suite d'éléments de A admet une sous-suite convergente vers un certain L, vers une certaine limite de A. Et ça démontre que A est compact. L'hypothèse, bien sûr, étant que A est un fermé borné de Kn.